Bonne année tout le monde, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Merde, c'est l'année de la bonne année les gars. Ouais, Bonne année. Peut-être qu'entre les conflits sur qui mange de quoi et les débats familiaux de haute volée, vous avez été confronté à une autre tradition annuelle, les films d'animation. Avec vos gamins, vos neveux terminés à la patte patrouille, ou même pour votre petit plaisir personnel, ils font désormais partie intégrante de cette période de l'année. À la télé, sur les plateformes ou dans les étagères à DVD familiales. Entre vos propres Madeleine de Proust, la kilotonne de nouveaux trucs sortis pour l'occasion, et les classiques indéboulonnables. Car on le rappelle, le Noël où Blanche-Neige est sorti, le Front Populaire était au pouvoir. L'original, hein, pas le remake. Et au milieu de ce gigantesque télescopage de décennies de production animée, vous aurez peut-être vu passer ce que l'on nomme improprement mais affectueusement l'animation pâte à modeler. Et on pourrait se dire qu'il s'agit là d'un reliquat au doux parfum désuet, et pourtant, en plus de la rediffusion continue des vieux classiques, ce Noël nous a amené un nouveau Wallace et Gromit, l'année d'avant un nouveau Chicken Run, et avant encore un nouveau Shaun le Mouton. Tous ces noms familiers, on les doit à un seul et même studio, sans doute le plus emblématique de cette technique d'animation à l'ancienne, les studios Aardman. Un petit village d'irréductibles britons situé à Bristol, qui résiste encore et toujours depuis les années 70. Toujours la banane, toujours debout. Pourtant, et vous l'ignorez peut-être, en 2023, les amateurs du monde entier se sont émus à la possible disparition de ces productions suite à la fermeture de Nuclear Products, la société du sud de l'Angleterre qui produisait l'argile nécessaire au studio après plus d'un demi-siècle d'activité. Cette bête histoire de pâte à modeler a beaucoup à nous apprendre de l'industrie du divertissement et peut-être de l'évolution de notre système économique en général. Alors, l'animation en stop motion va-t-elle disparaître? La crise du capitalisme, la mondialisation ou la toute-puissance des corporations comme Disney vont-elles avoir la peau de nos célèbres poulets? L'IA peut-elle faire du Wallace et Gromit? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allons, mesdames, ne perdons pas la tête. Perdre la tête. Bon, d'abord, rapidement, c'est quoi l'animation pâte à modeler? Bah déjà, c'est pas tellement une histoire de pâte à modeler, hein, mais une technique qu'on appelle le stop motion. Un joli oxymore composé de arrêt et mouvement. Bon, j'espère que tout le monde voit à peu près le principe du cinéma, hein, qui est de projeter une série d'images fixes suffisamment vite pour donner à votre cerveau l'illusion d'un mouvement, traditionnellement, mais pas nécessairement, 24 en une seconde. Dans le stop motion, à la différence de l'animation dessinée en 2 dimensions ou modélisée en 3D par ordinateur, on produit ces images fixes à partir d'objets physiques, d'où le nom français animation en volume. Ça implique donc de créer matériellement ces objets, hein, de les photographier immobiles, de les bouger légèrement, d'en prendre l'image suivante et de recommencer pour chacune des images qui composent chaque seconde du film. C'est ce qui lui donne son aspect si emblématique, avec la texture des matières ou l'identité reconnaissable de ses mouvements, et ça implique certaines conditions de production. En premier chef desquelles, comme vous l'imaginez, c'est méga chiant à faire. Alors, comme ça, on pourrait se dire qu'avec l'animation par ordinateur et les énormes blockbusters qui en sortent, c'est vraiment devenu archaïque. Déjà que même l'animation dessinée a bien subi cette concurrence, des figurines faites main qu'il faut bouger d'1 millimètre 24 fois pour 1 seconde, bon. Eh ben, c'est précisément ce que s'est dit Phil Tippett lui-même dans les années 90. Et Phil, c'est pourtant pas n'importe qui, hein, c'est même un des papes du stop motion. Toute sa vocation, toute sa carrière, elle lui vient d'avoir vu les fameux effets réalisés avec cette technique par la légende Ray Harryhausen. Phil, c'est lui qui bossait sur les films de Lucas, Verhoeven, Joe Dante ou Spielberg. Et c'est d'ailleurs lui qui est crédité superviseur des dinosaures sur Jurassic Park, d'où la blague que c'est le type qui a le moins bien fait son boulot du film. Sauf que, justement, à la base, les dinosaures, ils devaient être réalisés avec cette technique, jusqu'à ce que les petits cons de geeks derrière leurs ordinateurs débarquent avec leur modélisation numérique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon. Que notre métier est fini? Vous voulez dire éteint? Donc il a vu ça, il s'est dit Nick, la stop motion c'est finito, il est largement passé au numérique et à d'autres techniques, en foutant par la même occasion son grand projet de film d'animation à la poubelle. Et c'est vrai qu'on recourt assez peu à cette technique pour les effets spéciaux, mais pourtant, 10 ans plus tard,
Chicken Run. Un carton absolu, sans parler de tous les autres films d'animation au succès variable qui continuent à être produits comme ça. Il faut dire que cette technique va à contre-courant des tendances de l'industrie, tendances qui ne se sont pas arrangées depuis. Avec une concentration de plus en plus grande des capitaux au sein de conglomérats qui se reposent sur des superproductions calibrées aux moyens marketing hégémoniques, s'assurant ainsi de phagocyter le marché et de remplir leur raison d'être primordiale, enrichir des actionnaires qui n'acceptent rien moins que des retours sur investissement à 2 chiffres. Parce que oui, oubliez pas que quand on vous dit qu'une industrie a fermé pour manque de rentabilité, on veut rarement dire qu'elle était pas rentable, mais pas assez rentable pour les actionnaires. La colère gronde chez Michelin. Des centaines de salariés ont manifesté ce vendredi 8 novembre contre les fermetures annoncées des sites de Vannes et Cholet. Une décision incompréhensible pour les salariés alors que le groupe reste bénéficiaire. Aujourd'hui, l'entreprise gagne de l'argent, l'entreprise est très rentable. Elle a annoncé qu'elle allait gagner 3,4 milliards d'euros au titre de 2024. Donc si l'entreprise est rentable et qu'elle ferme des sites, pourquoi d'autres ne seraient pas menacés? Et l'industrie culturelle est une industrie capitaliste presque comme les autres. Sans vous refaire la baisse tendancielle du taux de profit, les propriétaires de ces groupes vont toujours plus chercher à maximiser leurs marges là où ils le peuvent, notamment du côté de la main-d'œuvre, en la précarisant au maximum sur des contrats à la tâche, en délocalisant une partie de l'activité dans des pays où elle est bon marché, ou en l'automatisant toujours plus. Ajoutez à cela une aversion au risque qui pousse à miser sur des productions calibrées aux recettes éprouvées, basées sur des études de marché et désormais des algorithmes. D'où le fait que l'IA c'est le nouveau truc qui fait mouiller les actionnaires et les managers. Il faut, comme la bicyclette, faut que ça tourne. Et de plus en plus vite. De plus en plus vite. Il impose son rythme à tout. Il a créé un espace-temps. Tout doit aller de plus en plus vite. Jusqu'au plan du cinéma. Tout ce que vous verrez autour de vous doit sans cesse aller plus vite. Vous devez consommer plus vite. Selon cette logique, vous comprenez bien qu'un mode de production qui nécessite des matières premières en grande quantité, soumises très concrètement aux aléas du marché de celle-ci, comme dans le cas de l'argile pour Hardman, maniée par plein de petites mains expertes en continu sur des temps très longs, stockées et centralisées sur des plateaux communs au beau milieu de l'Angleterre, pour un investisseur qui est pas là pour l'amour de l'art, et ben c'est pas ouf. Surtout si ton entrepôt prend feu avec tout ton matos, comme c'est vraiment arrivé à Hardman en 2005. En fait, paradoxalement, le stop motion, par son côté artisanal, est une des méthodes les plus accessibles pour faire de l'animation. Elle permet d'en réaliser l'illusion de mouvement sans logistique coûteuse, dans un espace réduit, avec à peu près n'importe quoi et pas une once de technique de dessin. Extrêmement laborieuse, elle permet de compenser son absence de moyens par du temps et du travail. D'où le fait que ce soit une pratique très populaire pour les courts-métrages amateurs et les vidéos YouTube à partir de jouets. Cependant, dès qu'il s'agit de le porter à un niveau un tant soit peu industriel, le stop motion devient un des modes de production les moins efficaces. À l'origine, le studio Hardman au complet pouvait à peine produire 30 minutes de film par an. Leur grand succès leur a bien sûr permis d'augmenter grandement cette productivité grâce à des équipes permanentes de plus de 100 personnes ainsi que des centaines de renforts indépendants au pic de production répartis sur de multiples plateaux dans d'immenses studios. Ce qui va avec un coût difficilement compressible. Et ça pose déjà une question. L'industrie du divertissement produit énormément de choses, bonnes comme mauvaises. Mais est-ce que c'est souhaitable de laisser des choses comme les productions culturelles uniquement décidées par des logiques capitalistes? Bon, moi je veux tout le temps tout socialiser de toute façon, mais sans aller jusque-là, la question se pose partout. La santé, le logement, les services publics, les infrastructures, l'eau, l'énergie, que sais-je. Et donc, on pourrait se poser la question pour le cinéma d'animation. Est-ce que tout doit être rentable, même les imaginaires? Une illustration très poétique de ça, c'est le film d'animation L'homme qui plantait des arbres. Réalisé au crayon de couleur directement sur un type de celluloïd spécial, chacune de ces 30 minutes est composée de 12 à 24 dessins que l'artiste Frédéric Bach a voulu réaliser tout seul, avant de se résoudre quand même à en laisser 2000 sur les quelques 20 000 à son assistante Lina Gagnon. Le projet aura pris 13 années à se faire, dont 5 entières pour la production. Ce qui, vous me l'accorderez, surtout pour un court-métrage avec des possibilités de commercialisation limitées, est le business model le plus éclaté du monde. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un des chefs-d'œuvre les plus célébrés de l'animation, couvert de prix, dont un Oscar, cérémonie dont Bach fut un habitué, avec les 10 courts qu'il aura produits en 25 ans. Et quand je dis que c'est poétique, je dis vraiment pas ça à la légère, puisque ce film, adapté d'une nouvelle de Jean Giono, raconte l'histoire d'un homme seul qui, patiemment, tout au long de sa vie, et ignorant les affres du monde, plante un à un des arbres qui donneront à terme un paysage qui redonne vie à toute une vallée. Pardon, mais le niveau de méta entre l'histoire du film et l'histoire du film, excusez-moi.
俺はこれをずっとしょっちゅうこう座ってるから、この風景が俺の最後の風景だと思って言ってるよ。これね、2割引の木はなんか生涯にこのぐらいのものが形になったんだね。Pour revenir à Hardman, s'ils sont toujours là, c'est en tirant leur épingle du jeu dans une économie, qu'on le veuille ou non, de marché. Ils font leur possible pour produire des choses qui marchent et capitaliser sur leur nom. Ils doivent négocier avec des grosses boîtes pour la distribution. Des fois, ils ont eu recours à des financements participatifs, ils ont diversifié leur activité, et tout en restant vaille que vaille sur le stop motion, ils ont optimisé leur production. Comme la plupart des studios du genre d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est pas forcément de la pâte à modeler. Beaucoup ont recours à du compositing pour assembler les différents éléments physiques, voire à les coupler à du numérique. Ou, prenez un des rares films français du genre, Ma vie de courgette. Ils devaient composer avec un budget réduit, qu'ils étaient aptes à rentabiliser, sachant qu'ils pouvaient pas compter sur le fait que tous les gamins du monde allaient se ruer à Noël comme si c'était la Reine des Neiges 5, sur un drame dans un orphelinat qui parle d'abus, de parents alcooliques et d'inceste. Bon bah pour réussir ça, ça a été beaucoup de temps et beaucoup d'huile de coude. Très concrètement, au rythme de 3 à 4 secondes par jour et par animateur. Mais aussi de l'inventivité technique. Les personnages sortaient d'imprimantes 3D et étaient peints de façon à leur donner plus de texture. Même si les designs sont très simples, on a cherché à avoir des matières différentes dans la marionnette pour donner du détail photographique et presque du réalisme, même si la marionnette elle-même n'est pas réaliste. Ils avaient des séries de bouches correspondant aux phonèmes et interchangeables rapidement à chaque image grâce à un système d'aimant. Bon, les studios comme Hardman, c'est pareil à plus grande échelle. En fait, je trouve que sans le vouloir, tout ça réalise un peu le délire de William Morris, dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire casser la distinction entre les outils industriels et la production artisanale, et y compris dans le mode d'organisation, mais ça on va y revenir. Tenez, cette histoire d'argile. Face à l'émotion du public, ils ont vite annoncé que c'était gentil de s'inquiéter, mais qu'ils avaient prévu le coup. Qu'il leur restait de quoi faire au moins un film avec les 400 kilos qu'ils avaient précédemment achetés d'un coup à la boîte pour la maintenir à flot, et qu'après, de toute façon, ils envisageaient de passer à une autre matière. Et c'était trop mignon parce que les gens étaient vraiment inquiets. Ils faisaient des mèmes pour dire qu'ils étaient prêts à braquer des entrepôts de pâte à modeler, à se mobiliser, voire à se cotiser pour leur trouver un plan B. Parce que c'est ça aussi, les gens, ils aiment Hardman. Et ils aiment Hardman parce que c'est fait différemment. Et cette différence fait qu'ils survivent à la concurrence du reste de l'industrie. Et ça vaut pour la technique elle-même. Oui, on peut faire plus rentable que le stop motion, mais pas si on veut du stop motion. Moi, il y a une illustration de ça qui m'a frappé, c'est des partisans illuminés de l'IA là, qui sont justement vantés d'avoir, grâce à leur bidule, amélioré les effets en stop motion de Ray Harryhausen. Bon, déjà comme d'hab, c'est absolument dégueulasse, hein, mais c'est même pas la question. Ce que ces gens semblent pas comprendre, c'est que pourquoi tu voudrais corriger ça? C'est parmi les effets les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et oui, ils ont cette identité un peu saccadée, un peu figurine, mais c'est pas un défaut, c'est la beauté du truc. Tout comme la question, à mon avis, c'est pas vraiment est-ce que l'IA un jour techniquement arrivera à faire un Wallace et Gromit regardable. La question c'est plutôt pourquoi vous avez envie de regarder des trucs qui ont pas été faits par des gens? Il y a des gens qui vont me dire oui mais les artistes IA qui font les trucs IA c'est des artistes. Est-ce qu'il faut vraiment répondre Est-ce qu'on peut être sérieux quoi 2 minutes? これ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 L'art, normalement, c'est pour que des gens s'expriment à travers lui, par leur travail, et le partagent avec d'autres gens. Parce que même votre IA, en fait, elle aura fait que se reposer sur tout le vrai travail de vrais gens, et les sortir de l'équation. Vous avez assimilé les travaux des autres et poursuivi dans la même voie. Vous n'avez pas acquis la connaissance par vous-même, alors vous ne prenez aucune responsabilité. C'est vraiment une mentalité de capitaliste. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Tenez, vous voulez savoir où il en est, Phil Tippett, là, le monsieur dinosaure qui a renoncé à son projet de long métrage quand il s'est dit dans les années 90 que le stop motion c'était terminé? Eh ben, 20 ans ont passé,
Et en 2010, le stop motion était encore là. Donc t'as des gens de son désormais légendaire studio qui se sont portés volontaires pour l'aider à rebosser sur Mad God. Mais attention, en effet, pas en allant gratter chez les costards cravates d'Hollywood, auprès de qui il avait pourtant un nom. Non, justement, il les connaît que trop bien et il sait comment ça se passe. Lui, ce qu'il a en tête, c'est un truc un peu dingue, très personnel, qu'aucun décideur produira en l'état. Alors, il a fait ça sur les week-ends avec qui voulait, il a fait des petits Kickstarter pour trouver 150 000 balles, ce qui est ridicule comme budget. Il a sorti ça là, en 2021, dans quelques salles et pas mal de festivals, et il l'a vendu à la célèbre plateforme de streaming Shudder. Je sais pas si vous connaissiez Shudder, pas moi. Et voilà, ça a pris 30 ans, ils sont rentrés dans leurs frais, les critiques sont dithyrambiques, il a fait le film qu'il voulait, et ils ont eu besoin d'aucun actionnaire. Mad God is everything you want to do. Just be free. Just pure creativity. Alors, ça a rien de révolutionnaire, hein, mais il y a toujours des gens qui montrent qu'on peut faire autrement au sein même de ce système, qu'on peut toujours sortir des choses des seules logiques de marché, et que ça marche. C'est du déjà là. Déjà là. Enfin, non mais ça devient n'importe quoi l'imitation de Bernard Friot, c'est devenu un vampire, c'est le spectre de Bernard Friot, c'est genre la face. Ce qui est intéressant dans la culture, mais pas que, on le trouve aussi dans la production d'aliments par exemple, c'est qu'il y a énormément de dissidents. Par dissidents, j'entends des personnes déterminées à ne produire que selon leur éthique, déterminés à ne pas travailler sur des objets et avec des modalités avec lesquelles ils sont en désaccord. Et pour moi, ce sont des communistes. Et si je dis ça, c'est que j'ai un dernier twist pour vous. J'imagine qu'à peu près tout le monde connaît Chicken Run, hein, c'est le plus gros succès du studio Aardman, hein, et c'est même le plus gros succès de l'animation stop motion tout court. Et souvent, il y a des gens qui me demandent d'en parler, parce que, évidemment, le propos du film, voilà, c'est globalement une histoire de rébellion contre l'exploitation pour aller fonder un autre type de société. Il y aurait toute une analyse à faire, c'est vrai, parce que c'est pas juste de la résistance à l'exploitation, il y a toute la question de, justement, la petite exploitation familiale qui s'industrialise en utilisant, comme dans Corporate, l'image de marque de la petite ferme familiale pour vendre des produits industriels. Mais ça montre aussi qu'en fait, c'était déjà une exploitation dégueulasse et que l'automatisation n'a fait que la renforcer. Il y a le truc de... ça met vachement en avant l'émancipation collective, parce que le personnage principal, elle peut se barrer toute seule, en fait. Dès le début, en fait, elle pourrait le faire. Elle est suffisamment compétente pour le faire, mais c'est pas ça qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire, c'est libérer tout le monde. Effectivement, c'est méga basé. Et juste, je mets ma hot take, désolé, c'est ma hot take pour les véganes, mais par contre, je suis pas d'accord, c'est pas un film antispéciste, en tout cas, c'est pas un bon film antispéciste, parce que c'est des humains, en fait, les poules dans Chicken Run. Forcément, si les poules, tu les humanises, tu leur mets des dents, des comportements d'humains et des trucs comme ça, je trouve que c'est pas un bon argument vegan, alors que Okja, c'est un bon film antispéciste, parce que c'est un vrai animal, quoi. C'est pas genre, imaginons que si c'était un humain, vous seriez dégoûté qu'on les mange, quoi. Là, ben oui, mais ce qu'il faut, c'est convaincre les gens. Tu t'attaches à l'animal, et après tu vois des milliers d'animaux dans les abattoirs, et je comprends que les gens disent Okja, ça m'a rendu vegan. Chicken Run, non, je suis désolé. Genre, ça ne marche pas. C'est une métaphore de l'exploitation, c'est une analogie sur l'exploitation en général, c'est pas sur l'exploitation animale. C'est pas des animaux, c'est pas ça des poules. Je vous ai déjà vu des poules, les poules, c'est pas comme ça. C'est de gauche, quoi. Ça je suis d'accord, c'est de gauche et c'est ultra basé et tout, y a pas de problème. Studio Aardman, la petite étoile rouge d'ailleurs du logo, je me demande des fois, hein. Bref. Surtout que la vraie leçon de Chicken Run, elle est pas là. Et ça, c'est passé à côté de beaucoup plus de gens. Et c'est normal parce que c'est pas dans le film. Chicken Run, ça a été un énorme carton qui a propulsé le studio au cinéma dans le cadre d'un deal bien juteux avec DreamWorks. Deal que Aardman a rompu quelques années plus tard en désaccord avec le modèle économique du géant américain et le contrôle créatif qu'il voulait s'accaparer. Aardman a donc continué sa vie de son côté avec les galères et la réussite qu'on leur connaît. Et en 2018, ses deux fondateurs, Peter Lord et David Sproxton, deux amis d'enfance de Bristol où se trouvent encore les studios, ont transféré 3/4 des parts aux employés de Aardman, titulaires comme freelance.
Alors, je suis d'accord, hein, ça fait chier que ça tienne au bon vouloir des propriétaires, mais que voulez-vous, le capitalisme, ça fonctionne comme ça, c'est même un peu le principe. Même, pour vous dire, ils ont carrément galéré à faire cette opération en devant monter un trust et tout un tas d'opérations financières compliquées. Mais toujours est-il que là, actuellement, la très grande majorité de la propriété, des décisions, des responsabilités et des profits éventuels ne reviennent pas à un board d'actionnaires lointain qui en aurait rien à foutre, mais aux travailleurs du studio. Cerise sur le gâteau, à contre-courant de la tendance actuelle, cette opération garantit qu'aucun gros actionnaire qui en a rien à battre n'aille vendre le studio, ses futurs projets et ses propriétés intellectuelles à un géant type Disney. Get the fuck out! Always. Fuck you. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce que j'appelle une success story. Et en sachant ça, j'espère vraiment que l'animation en pâte à modeler disparaîtra que quand les poules auront des dents. C'est une usine sauvée par ses propres salariés. Placée en redressement, ils l'ont reprise en formant une SCOP, une société coopérative. Les 226 employés sont toujours là pour faire tourner les lignes de production de cette verrerie historique, Duralex. D'autant que les verres qui sortent d'ici sont ancrés dans la mémoire de beaucoup. C'est une fierté aussi de travailler dans l'usine où on voit nos verres de cantine quand on était gamin. Et puis que tout le monde connaît, quoi. Tout le monde a connu. Et j'espère que tout le monde connaîtra encore pendant des années.